Bonjour à tous, alors mon nom c'est Christophe Bayard, je travaille au LEMSC en tant que responsable du plancher d'essai. Aujourd'hui nous allons réaliser un essai de traction. Ici c'est la machine que vous voyez devant vous. Il s'agit d'une machine servo-hydraulique. Donc, il s'agit d'une machine qui travaille avec un vérin hydraulique qui se trouve dans la partie inférieure du bâti, de ce qu'on appelle le bâti, qui est en fait la structure de la machine. Et servo-hydraulique parce que ce vérin est contrôlé de manière électronique à l'aide d'un logiciel de pilotage. Dans cet essai ici, on va mesurer un certain nombre de choses. Nous allons réaliser un essai sur un matériau qui est relativement courant dans le domaine du génie civil. Il s'agit d'une barre d'armature à béton armé. Et donc cette barre va venir s'insérer dans la machine au moyen de dispositifs qui sont appelés les mors hydrauliques. Pourquoi hydraulique? Parce qu'ils travaillent grâce à la pression hydraulique. Alors, comment est-ce que ça va se passer? On va insérer la barre dans la machine et ensuite la machine va exercer un effort sur la barre jusqu'à la rupture finale et ceci va permettre d'obtenir une courbe de traction qui est en fait le résultat principal de l'essai. Alors, on va donc mesurer une série de paramètres dans cet essai. Alors, le paramètre le plus important, en tout cas un des plus importants, c'est la force. Alors, la force va être mesurée via un dispositif qui est appelé la cellule de force. Ce dispositif se trouve ci-dessus. Donc, c'est une cellule de force qui travaille avec ce qu'on appelle des jauges de déformation. Alors, il existe plusieurs méthodes pour mesurer la force. La méthode à laquelle on peut penser en premier lieu se base sur la mesure de la pression qui est présente dans le vérin hydraulique. Alors, on pourrait effectivement utiliser cette méthode, mais ce n'est malheureusement pas la plus précise, puisque dans un vérin, vous avez des frottements et que donc la pression ne va pas vous donner directement la force qui est directement appliquée sur l'éprouvette. Et c'est la raison pour laquelle on utilise la cellule de force qui se trouve ici et qui, elle, va mesurer de manière beaucoup plus précise cet effort. Le deuxième paramètre qu'on va mesurer, c'est bien entendu l'allongement de l'éprouvette. Et cet allongement va être mesuré au moyen d'un dispositif qui est celui-ci et qui est appelé un extensomètre. Cet extensomètre va se fixer directement sur l'éprouvette afin d'en mesurer l'allongement de manière la plus précise qui soit. Pour ce qui concerne l'allongement de l'éprouvette, on pourrait également utiliser diverses techniques. La première à laquelle on peut penser, c'est l'allongement qui est mesuré au niveau du vérin, qui est en fait relatif au déplacement du piston du vérin. Alors ça, c'est effectivement possible de faire au moyen d'un capteur de déplacement qui se trouve au sein même du vérin. On appelle ce capteur un capteur LVDT. Ce n'est pas la méthode la plus précise pour mesurer l'allongement de l'éprouvette, puisque cet allongement mesuré ici va inclure d'autres allongements, d'autres déplacements parasites, en plus de l'allongement réel de l'éprouvette. Vous avez effectivement un bâti ici qui va être très rigide, mais pas infiniment rigide, donc ce bâti va se déformer quelque peu. Vous avez aussi une déformation de la cellule de force qui n'est pas tout à fait négligeable. Et vous avez également un glissement qui est possible de l'éprouvette dans les mors. Et c'est la raison pour laquelle on utilise l'extensomètre. C'est un dispositif qui est muni de deux couteaux qui vont être solidaires de l'éprouvette. Alors parmi ces deux couteaux, il y en a un qui est fixe, l'autre étant mobile et va accompagner l'allongement de l'éprouvette. Alors un paramètre très important dans cet extensomètre, c'est la distance initiale entre les deux couteaux qui va fixer en fait ce qu'on appelle le L0, c'est la longueur initiale, et qui donc va être fixée matériellement par une broche ici qui va permettre de fixer la partie mobile au début de l'essai. Alors bien entendu, avant l'essai, il ne faut pas oublier de retirer la broche pour que la partie mobile soit
effectivement mobile. Alors je vous propose à présent de passer à l'essai de traction en lui-même. Donc mon collègue Vincent va réaliser un essai de traction qui sera tout à fait conventionnel. Il s'agit d'un essai qu'on réalise presque quotidiennement ici au laboratoire, suivant des normes d'essai européennes ou internationales. Alors vous pouvez constater que pendant la manipulation de la machine, c'est la traverse supérieure qui se déplace. Cette traverse, en fait, se déplace pour s'adapter à la longueur de l'échantillon. Mais pendant l'essai, la traverse est fixe, tandis que la partie inférieure va se déplacer. Étant donné que la partie motrice de la machine qui est réellement utilisée, c'est le vérin hydraulique qui lui est directement relié au mort inférieur, qui va donc descendre pendant l'essai. Alors, on va également préparer le programme de manière à ce que la courbe de traction s'affiche en temps réel. Alors sur cette courbe de traction, vous allez pouvoir observer l'évolution de l'effort en fonction de l'allongement de l'éprouvette. Donc vous avez en abscisse l'allongement de l'éprouvette exprimé en millimètres, qui est directement mesuré par l'extensomètre, et en ordonnée, vous avez l'effort qui est mesuré au moyen de la cellule de force. Alors le début de l'essai n'est pas très spectaculaire puisque nous allons solliciter la partie élastique du matériau qui implique très peu de déplacement, très peu de déformation. Ce n'est réellement que dans la partie plastique du matériau que les choses vont s'accélérer. Donc on a un essai qui est constitué de deux vitesses de déplacement du vérin. Une première vitesse qui est lente dans le domaine élastique et une deuxième vitesse qui est beaucoup plus rapide une fois qu'on a atteint le domaine plastique. Alors ici on est en entrée de plasticité. Donc vous voyez le vérin qui rentre de manière assez rapide, l'éprouvette qui s'allonge, voilà, donc ici on a une rupture à ce niveau-ci, donc en dehors de la zone de mesure de l'extensomètre, mais ça c'est tout à fait normal. La probabilité était très haute que la rupture s'établisse en dehors de l'extensomètre. Alors malheureusement vous ne pouvez pas le constater par vous-même, mais je peux vous affirmer que les deux morceaux d'armature sont assez chauds à proximité de la zone de rupture et ce phénomène est dû à la ductilité importante de l'acier d'armature. Alors cette ductilité peut être également mise en évidence par la réduction de section que vous pouvez constater aux abords de la rupture. Voilà, quelques explications supplémentaires au sujet de l'essai de traction. Alors c'est vraiment un essai qui nous permet d'apprendre une foule de propriétés au sujet d'un acier ou même au sujet d'autres matériaux. Alors ici je vais évidemment me concentrer sur l'acier puisque c'est le thème du jour. On va reprendre ensemble la courbe de traction qui a été obtenue lors du premier essai. La courbe de traction est donc une courbe dans un diagramme force-déplacement. En tout cas, c'est ce qu'on a obtenu dans l'essai de traction, c'est ce que vous avez vu sur l'écran. Force allongement. Alors, les unités de la force qu'on utilise très couramment ici au laboratoire, ce sont des kilonewtons, tandis que l'allongement, évidemment, est exprimé en millimètres. Alors, ces deux grandeurs sont faciles à mesurer dans un essai de traction, mais ce ne sont pas les grandeurs qu'on va réellement utiliser pour déterminer les propriétés intrinsèques du matériau. Pourquoi? Parce que ces grandeurs vont fortement dépendre
de la longueur de l'éprouvette que vous testez et aussi de sa section. Donc on va essayer de trouver des paramètres qui sont indépendants de ces dimensions pour caractériser vraiment pleinement la propriété du matériau. Alors voilà la courbe de traction qu'on a obtenue. Alors on va passer en revue les différentes phases de la courbe de traction. La première chose que je voudrais faire avec vous, c'est transformer la courbe dans un diagramme différent qui est exprimé en deux grandeurs différentes. Alors la première grandeur, c'est une grandeur qui sera indépendante de la section du matériau. On va utiliser plutôt ce qu'on appelle la contrainte. C'est en réalité une propriété qui est exprimée en mégapascal. Donc c'est une pression en fait. Alors comment passer de l'un à l'autre? Simplement sigma égale la force sur la surface, A étant la section de l'éprouvette qui est testée. Alors à présent, travaillons sur l'allongement de l'éprouvette qui va être exprimé également d'une manière différente. On va plutôt parler de déformation. La déformation qui s'exprime sans unité et qui est donnée par l'allongement mesuré divisé par la longueur initiale. Alors, lorsqu'on utilise un extensomètre, comme c'était le cas dans l'essai qu'on a réalisé, le L0, c'est simplement la longueur initiale qu'on a entre les couteaux de l'extensomètre. Alors, la forme de la courbe de traction sera la même lorsqu'elle est exprimée en contrainte déformation. La seule différence qui pourrait éventuellement se produire, c'est dans la phase de la courbe qui survient après avoir atteint la charge maximum. Alors, ici, vous avez la charge maximum ou la contrainte maximum. Et ici, vous avez la rupture. Alors, on va maintenant considérer les différentes phases de la courbe de traction. À commencer par la phase qui caractérise le domaine élastique. Il s'agit de la partie de la courbe qui est tracée en vert. Alors, on peut caractériser de différentes manières cette phase, à commencer par la pente de la courbe. Cette pente, on la note E, qui correspond au module d'élasticité. C'est donc la pente dans la courbe de traction, contrainte, déformation. Et donc ça signifie que le module de Young, on le calcule de la manière suivante. Et donc les unités du module de Young sont exprimées en mégapascal. Comment faire pour déterminer la pente de cette courbe, puisque en réalité la courbe ici n'est pas parfaitement droite, elle est toujours un peu incurvée. Et donc en réalité, on va sélectionner deux points sur la courbe. À deux niveaux de contrainte différents qui vont dépendre de la norme qui est appliquée. Alors, en ces deux niveaux de contrainte, je vais tracer les points sur la courbe de traction. Et par ces deux points, je fais passer une droite. Une droite qui correspondra à la pente du module d'élasticité. Ça, c'est une première chose. Alors, la deuxième chose, c'est celle qui va caractériser la transition entre domaine élastique et domaine plastique. C'est une zone qui correspond à la fin du domaine élastique et qui se trouve quelque part ici. Alors ça va également dépendre de la nature de la courbe de traction. Parfois, on a une courbe de traction qui est bien douce, sans transition bien claire. Et là, il faudra adopter une méthode différente pour la détermination de la limite élastique. Alors dans ce cas-ci, on peut observer qu'on a un pic, un premier pic, qui est évidemment fort différent de celui-là. Ce premier pic peut être considéré comme étant égal à la limite élastique.
on va écrire cette limite de manière conventionnelle par RE. Alors, je vais faire une autre courbe obtenue sur un acier qui est différent. Et où là, on a une transition qui est beaucoup plus douce et beaucoup plus floue entre domaine élastique et domaine plastique. Dans ce cas-là, on va devoir adopter une méthode différente pour déterminer la limite élastique. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Première chose, on détermine la droite du module élastique par les deux points dont je vous ai parlé. Ensuite, on va se donner une valeur de déformation conventionnelle, par exemple 0,2%. Alors par ce point de 0,2%, je vais faire passer une droite qui sera parallèle à la droite du module élastique. Et cette droite va forcément croiser la courbe de traction en un point. Et ce point sera supposé être la limite élastique dite conventionnelle. Alors, comme c'est la limite élastique déterminée à 0,2%, on va écrire ça de manière conventionnelle RP02. Alors, on en vient aux autres paramètres qu'on peut déterminer dans la courbe de traction. Le paramètre le plus simple à déterminer et aussi un des plus importants concerne la contrainte maximum obtenue pendant l'essai. Cette contrainte est appelée résistance à la traction. Elle correspond au point le plus haut de la courbe. Cette phase-ci correspond donc au domaine plastique. Ici, vous pouvez remarquer qu'on a une augmentation de la force. Alors cette zone-ci correspond à ce qu'on appelle la phase d'écrouissage du matériau. C'est une phase dans laquelle on a un durcissement du matériau et une augmentation de la contrainte à mesure qu'on va augmenter la déformation. Alors, on a une autre phase qui est typique pour un essai de traction. C'est cette phase-ci dans la courbe qui est appelée striction. C'est l'endroit où on va avoir une réduction de la section qui est tout à fait localisée et qui va expliquer la diminution de la force. Ici, on va ici avoir une localisation de la déformation qui va en fait se concentrer sur une toute petite zone de l'éprouvette. Maintenant, je vais vous parler de 2, 3, 4 paramètres qui vont caractériser les déformations qui seront obtenues en domaine plastique. Alors, on a tout d'abord cette déformation-ci qu'on écrit AGT, c'est la déformation obtenue à la charge maximum. Ensuite, on a cette déformation-ci qui est AT, c'est la déformation maximum qu'on peut atteindre sur le matériau au moment de la rupture ou juste avant la rupture. Alors enfin, on a deux autres déformations. Donc, on a ici la déformation A qui en réalité est obtenue après rupture. Vous avez une déformation résiduelle du matériau qui est caractérisée par cette lettre A. Donc pour l'obtenir, on va avoir un retour élastique du matériau qui est caractérisé par la différence qu'on a entre AT et ce point-là. Et enfin, on a cette déformation-ci qu'on utilise moins couramment, qui est AG, et qui est la déformation obtenue en dehors de la zone de striction. Également après rupture et après relâchement du matériau.
Un dernier petit mot au sujet de la section des différentes éprouvettes en acier qu'on teste. On l'a vu, la section c'est un paramètre qui est important puisqu'il permet de passer de l'effort à la contrainte. Et donc cette section doit pouvoir être mesurée de manière très précise. En fonction de la forme des éprouvettes, la section ne va pas être mesurée toujours de la même manière. Alors, on va prendre d'abord le cas le plus simple. Il s'agit d'une éprouvette de section circulaire. Alors, comment est-ce qu'on fait pour mesurer la section? Très simplement, on utilise un pied à coulisse et on mesure le diamètre de la barre au niveau de la section la plus fine. Donc la section va donner réellement les propriétés du matériau. Alors si j'ai une éprouvette de section rectangulaire, c'est pas beaucoup plus compliqué. On mesure la largeur de l'éprouvette et l'épaisseur de l'éprouvette, ce qui donne facilement la section de l'éprouvette. Alors j'ai ici un cas un petit peu plus complexe puisqu'on a affaire à une barre d'armature à béton armé comportant des nervures. Donc la surface est beaucoup moins régulière. En fonction de l'endroit où je vais positionner mon pied à coulisse, on va obtenir un résultat de diamètre qui est différent. Donc la méthode n'est pas bonne. Comment est-ce qu'on va s'y prendre pour mesurer une section fiable de l'armature? Eh bien, on va se baser sur la masse volumique de l'acier, qui est une propriété intrinsèque de l'acier et qui est toujours relativement constante. Alors, la valeur de la masse volumique de l'acier est de 7,85 kg par décimètre cube. Et donc, on va se baser sur cette propriété pour mesurer la section. Alors, comment faire? Je prends mon éprouvette, j'en mesure la longueur qui, elle, peut être mesurée de manière très précise, par exemple via un grand pied à coulisse ou via un mètre suffisamment précis. Et ensuite, je vais venir prendre une balance, peser mon éprouvette. Alors, grâce à ces deux informations, même à ces trois informations que sont la densité, la masse et la longueur de l'éprouvette, on peut facilement déduire la section de l'éprouvette qui sera à ce moment-là une section moyennée sur la longueur de l'éprouvette. Nous allons maintenant réaliser un deuxième essai sur une machine différente que voici. Il s'agit toujours d'une machine servo-hydraulique mais d'une capacité cette fois de 500 kN. L'autre machine faisait seulement 100 kN. Alors vous pouvez d'ailleurs constater que les morts hydrauliques sont beaucoup plus imposants. On va appliquer un effort beaucoup plus important. Cette fois, il s'agira à la fois de traction et de compression, toujours sur le même matériau, mais présentant un diamètre plus important. Ici, on a une barre d'armature qui fait 16 mm. Dans l'autre essai, il s'agissait d'une barre de 12 mm. Alors, comment va se passer l'essai? Nous allons tout d'abord commencer par une traction, suivie d'une compression et qui sera finalement suivie d'une traction jusqu'à la rupture finale. Alors, l'essai ne sera pas très visuel sur la machine en tant que telle. C'est la raison pour laquelle je préfère vous commenter l'essai d'après la courbe de traction-compression qui va s'afficher en temps réel sur l'écran. Alors vous pouvez constater ici que on voit à peine la barre qui se trouve prise dans les morts. Pourquoi? Parce qu'on a pris une longueur libre de barre qui est délibérément très petite. Et vous allez en comprendre tout à l'heure les raisons. Voilà, alors vous pouvez constater ici que l'effort qui se trouve en ordonnée augmente rapidement dans les valeurs positives, donc on est bien en traction. Alors vous pouvez voir qu'on atteint déjà le palier plastique puisque l'effort commence à stagner pour un déplacement qui continue à augmenter. Alors on marque bientôt une petite pause qui sera suivi d'un déchargement complet de l'éprouvette.
Voilà, donc vous pouvez voir ici que le palier plastique a déjà été bien entamé. À présent, on décharge l'éprouvette jusqu'à une valeur de 0 kN. Donc l'éprouvette sera complètement libre, mais vous pouvez constater que la force diminue suivant une courbe qui est relativement parallèle à la courbe de départ. La seule différence, bien entendu, c'est qu'on a déjà perdu pas mal de déformation. Cette déformation-ci est la déformation irréversible. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va remettre en charge le matériau toujours en traction et on va aller rechercher les déformations un petit peu plus importantes. Voilà, alors, nouvelle pause cette fois. Cette fois, on décharge le matériau et on va à présent passer dans les forces qui sont négatives, c'est-à-dire qu'on va passer en compression. Alors, vous pouvez constater qu'en compression, le comportement du matériau est relativement similaire à celui en traction, c'est-à-dire qu'on a une partie avec une pente assez forte qui correspond au domaine élastique, suivie d'une partie avec une force qui a tendance à se stabiliser, qui est donc le domaine plastique. Alors on va à présent arrêter le chargement et repartir vers les déformations en traction. Voilà, ici on repasse dans les valeurs positives de force. On est à nouveau en traction. Et la courbe va finalement rejoindre la courbe de départ. Donc, on va finalement se retrouver quasiment au même point que initialement à cet endroit-là. Alors, autre constat, on peut constater que l'effort maximum en traction est quasiment identique à l'effort maximum en compression. Voilà, maintenant on va aller vers la rupture finale en traction de l'échantillon. Alors, deuxième essai sur cette même machine, cette fois sur une barre plus longue. Ça, c'est la première barre qu'on a testée. Conséquence de cela, on va avoir une longueur libre de barre qui sera plus importante et on imagine que cela pourra avoir des conséquences sur le comportement du matériau. L'essai sera également plus visuel, d'une part parce que cette fois on peut distinguer la barre sur la machine puisque la longueur libre est beaucoup plus importante, mais également parce qu'il y a, je vais essayer de garder un peu le suspense, mais il y a un phénomène qui va se mettre en place que vous allez pouvoir découvrir par vous-même. Alors, sinon pour le reste, la procédure d'essai sera la même que pour la première barre. Elle va subir une traction, une compression et finalement une rupture finale en traction. Voilà, donc première étape, la traction. Donc la courbe est tout à fait similaire, toute proportion gardée bien évidemment. Alors vous pouvez constater que l'effort atteint est également similaire puisqu'on part sur la même section d'armature. Alors ici vous avez à nouveau la décharge de l'éprouvette vers l'effort nul où on voit à nouveau qu'on a un déplacement irréversible qui a été atteint. On recharge l'éprouvette en traction. Et on va aller rechercher un petit peu plus loin le palier plastique du matériau.
Alors cette fois, on va aller rechercher les efforts négatifs, donc la compression. Alors c'est ici qu'il faut être attentif à ce qui va se passer. Donc on a la force qui va commencer à stagner, mais qui va aussi diminuer. Et vous pouvez constater sur la machine que l'éprouvette va se mettre à plier, entre guillemets. C'est un phénomène qu'on appelle le flambement. Donc on a dépassé la capacité maximum de l'éprouvette en compression. Et il y a ce phénomène de flambement qui se met en place que je vais vous expliquer juste après. Voilà, alors ce phénomène de flambement en fait met en évidence que la force maximum ici n'est atteinte que pendant un instant. Alors, on va maintenant remettre l'éprouvette en traction. Et vous pouvez constater que la courbe générale est quand même fort différente de la courbe de la première éprouvette. Alors malgré ce phénomène qui s'est mis en place, on peut voir que la résistance de l'éprouvette n'a pas été trop mise à mal. Et donc ici on va finalement assister à la rupture finale de l'éprouvette en traction. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en réalité ici? On a une éprouvette avec une longueur libre importante qui est caractérisée en fait par un rapport longueur libre sur diamètre d'une valeur d'environ 12. Et ce rapport L sur D est suffisant pour que le phénomène de flambement se mette en place. Alors il est important de signaler que ce phénomène de flambement n'est pas une propriété intrinsèque du matériau, mais est plutôt dû aux conditions de maintien de l'éprouvette dans la machine. Ce phénomène de flambement n'est pas apparu pour le premier essai qui était caractérisé par un rapport L sur D plus proche de 4, alors qu'ici on avait un rapport de 12 qui a causé le flambement de l'éprouvette.